Je vais effectivement commencer parce que dernière table ronde de la journée, donc on est tributaire des petits retards précédents et c'est dommage. Alors, vous savez qu'on ne peut pas, on l'a bien compris depuis ce matin, évoquer dans la même expression ou la même phrase le nom de la MOCO Cadiz, la problématique des réparations, sans bien sûr évoquer la situation des communes, des collectivités publiques littorales, parce qu'on le sait, historiquement, c'est ce qui a marqué de manière très forte la problématique des indemnisations au moment de la MOCO Cadiz, donc la situation des communes. Donc nous, on va parler de la réparation à la lumière de la situation des collectivités publiques littorales, avec aussi une raison peut-être plus objective, des raisons juridiques, tout simplement, quand on parle de réparation, ça a aussi été évoqué. Les communes sont, vous le savez, les premières collectivités victimes. Le polluant arrive, le pétrole arrive sur le littoral géré par la commune. Donc elle en subit directement un certain nombre de dommages. Et puis elle est aussi investie, suivant les cadres et suivant les époques, d'un certain nombre d'obligations en matière de nettoyage et de lutte. Donc elle a aussi cette qualité victime et investie directement dans la lutte contre la marée noire. Donc tout ça fait que le niveau de la commune, comme analyse de la réparation, il fallait en choisir un, mais il nous semble vraiment légitime au moment des 40 ans de la MOCO, et celui qu'on a retenu. Alors j'ai la chance d'accueillir, encore une fois, comme c'est la dernière table ronde, je peux le dire sans aucun problème, la meilleure table ronde de la journée, avec des experts qui sont des grands spécialistes dans leur domaine. Je vais commencer tout de suite par poser différentes questions. Je reprends mes notes que j'ai modifiées un petit peu en fonction de ce qui a été dit auparavant. Je vais commencer en posant une question à M. Hugues Debec. Hugues Debec, vous êtes directeur général, directeur général des services de la commune de la Bernerie-en-Ré, Côte de Jade, au sud de la Loire-Atlantique, commune touristique qui a été fortement impactée au moment de la pollution de l'Erika. Et tu pourras nous apporter un certain nombre d'informations sur la gestion effective à la fois des aspects administratifs, financiers, de la lutte au niveau communal. Et c'est la première question que je voulais te poser en termes de perspectives d'indemnisation, de réparation. Quelles sont les grandes catégories d'opérations, de dépenses, de coûts supportés par une commune littorale face à une marée noire? Oui, merci. Avant de répondre juste à la question, mais d'y répondre précisément, je vais resituer très très rapidement la physionomie de la commune. Effectivement, commune de Loire-Atlantique, Sud-Loire, à quelques encablures de la Vendée. Un tout petit territoire, 606 hectares. Et je mets ça en parallèle avec son estran de 500 hectares. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est un point qui me semble important. Et puis on a 4 km de côte. 1 km de sable fin avec un plan d'eau de mer, 1,5 km de falaise et 1,5 km de perret. Au niveau résident, nous sommes 2900 résidents, avec une population pondérée de 4500. Et puis on avoisine l'été entre le 14 juillet et le 15 août, aux alentours de 14 à 15 000 habitants. Alors les réponses apportées, là, n'engagent que moi et en fait ne concernent que la collectivité de la Bernerie avec ses caractéristiques propres. Et puis là, mes réponses ne sont qu'un éclairage. Ce qui est vrai pour la commune ne le sera peut-être pas vrai pour la commune voisine. Ceci étant dit, en ce qui me concerne, concernant l'Erika, c'était ma première marée noire. Donc c'est sur le terrain que l'on apprend, hein, on apprend en forgeant. Par la suite, j'ai eu affaire à la marée noire relative au prestige, plus à une pollution orpheline. À l'époque, donc, nous n'avions pas de plan communal de sauvegarde. Bon, désormais, on en a un. Et effectivement, commune, lorsqu'une marée noire arrive, c'est toujours la victime. Mais le maire, finalement, au titre du CGCT, est responsable de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité publique. Et donc, à ce titre-là, eh bien, évidemment, il engage ses moyens humains, ses moyens matériels et ses moyens financiers. Alors, pour répondre à la question en parlant des moyens financiers, quelle grande catégorie de dépenses avons-nous supportées ? Alors, j'en ai recensé, j'en ai peut-être oublié, mais j'en ai recensé 6. 6 thématiques, je dirais, ayant des incidences et des coûts directs, des coûts immédiats, je dirais des coûts au quotidien. Il y a la première catégorie, c'est celle liée au matériel. Le matériel, donc c'est le coût des matériels appartenant à la commune et mis à disposition du plan Polmar.
Il y a aussi du matériel que la commune a acheté pour procéder à cette éradication de la marée noire, et la location de matériel. Bon, à titre indicatif, j'ai un montant en francs, alors je n'ai pas eu le courage de le faire en euros, mais à l'époque, on avait investi 413 000 francs dans du matériel neuf. Ensuite, il y a les fournitures, c'est la deuxième catégorie. Alors les fournitures, cela va du carburant, évidemment, fournitures de voirie, fournitures administratives, location mobilière. Et là, on en avait pour finalement 290 000 francs. Et puis, sur la bernerie, mais sur les autres communes environnantes, on a eu un afflux de bénévoles dans les premiers temps. Et on a pris le parti d'assurer leur restauration, et une restauration chaude, soit avant les opérations de nettoyage, en fonction des coefficients de marée, soit après. Par la suite, on a eu des équipes de militaires, de la protection civile, et on a conservé tout au long du dispositif cette philosophie. Et en ce qui concerne cette troisième catégorie de frais, on en a eu pour 213 000 francs. Ensuite, on a eu aussi, c'est la quatrième, c'est compte de charge. Ça, en termes clairs, c'est le coût de personnel. On a évidemment du personnel communal qui a été mis à disposition du dispositif. Et donc, les salaires de ces agents ont été calculés et répertoriés. Et nous avons aussi recruté du personnel à contrat à durée déterminée. Et c'est surtout ce poste-là qui pèse le plus, ou qui a pesé le plus sur les finances de la commune, puisqu'on en avait quand même pour 1,2 million de francs. Ensuite, on avait avant-dernière catégorie, ce sont la catégorie des constats, hein, ça c'est les honoraires d'huissier. Et puis ensuite, c'est marginal, la dernière catégorie, ce sont les frais divers, avec les annonces légales relatives au marché public, et puis les frais de mission des élus et des personnels. Voilà. Ok, merci. Donc en fait, oui, une diversité de coûts, mais qui sont liés d'abord aux missions qu'il fallait assurer, et puis aux règles de comptabilité publique, sur lesquelles il faut aussi s'appuyer pour gérer la lutte. Question que je pose à présent à Loïc Quérambrin, qui représente dans cette table ronde le CEDRE, mais qui lui a une mémoire des marées noires, pas seulement de l'ERICA ni du Prestige, mais un certain nombre d'autres marées noires qui peut nous apporter beaucoup d'éclairage. On l'a dit, le CEDRE n'existait pas en 1978. En revanche, depuis, évidemment, tu es mobilisé, comme les autres spécialistes du CEDRE, sur les théâtres d'opération, opérations de nettoyage en particulier. Donc, est-ce que tu peux nous dire, déjà avec cette expérience-là, en validant ce que Hugues Debec vient de nous dire, les missions du CEDRE en termes de lutte aux côtés des collectivités? Oui, bonjour. C'est vrai qu'en 1978, le CEDRE n'existait pas. Et comme il n'existait pas, il a bien fallu l'inventer. Ça a été fait. Il a ouvert les portes en 1979. Et en fin de compte, il a été comme décidé, donc sa création a été décidée en Conseil des ministres très tôt, parce que c'est en juillet 1978, c'est-à-dire à peu près 4 mois après l'échouage de l'Amoco Cadiz. Et donc tout juste un mois, en fait, après l'arrêt du nettoyage. En sa mission, alors pourquoi il a été décidé, disons pourquoi il a été créé, la décision vient du fait qu'un constat que durant les opérations de l'Amoco Cadiz, en fait, tout le retour d'expérience, les leçons tirées du Touré Canyon, c'est-à-dire 10 ans auparavant, elles étaient oubliées. Et cette perte de mémoire, donc ça a été aussi un des origines de la création de ce centre un peu spécialisé qui est défini en octobre 72 dans la circulaire et l'instruction Polmar, donc qui va définir tout le dispositif de lutte, de préparation et d'intervention pour les années qui viennent, et qui reste encore la base, disons du moins c'est une base sur laquelle maintenant les autres circulaires sont passées. Dans cette circulaire, il est bien précisé donc, tout de suite en préambule que les travaux nécessaires pour la préparation et aussi pour la lutte nécessitent justement la création d'un centre responsable au niveau national de toutes les études, de la documentation et des études sur les produits et les techniques de lutte. Et ce qui est mentionné aussi, c'est un centre permanent.
Donc c'est bien, ça fait en résonance avec justement la perte de mémoire, parce que pendant 10 ans, les services maritimes qui étaient impliqués durant le Torrey Canyon, à part les communes qui avaient justement un souvenir quand même du Torrey Canyon, les services de l'État avaient eu le temps déjà d'être mutés ou disons affectés dans d'autres postes, et ce qui fait que ce n'est pas leur travail non plus de garder uniquement la mémoire des accidents. Donc ils ont suffisamment à faire avec les ports et les routes, et ce qui fait que c'est la raison pour laquelle il fallait un organisme permanent. Cet organisme permanent, le CEDRE, les missions qui lui sont affectées directement, c'est bien l'amélioration des techniques, l'amélioration d'abord des connaissances sur les polluants, en termes de devenir, comportement, mais aussi impact sur le milieu. Les autres aspects, c'est bien l'amélioration des connaissances sur les techniques et les moyens de lutte. Amélioration, donc c'est-à-dire aussi sur l'efficacité des différents récupérateurs, etc., dans tous les moyens de lutte. Efficacité aussi des produits de lutte. Et puis les limites d'utilisation. Chaque produit, et c'est très important de savoir, chaque matériel a une limite d'intervention. Disons, il va être efficace dans certaines conditions. Et après, il ne le sera plus, donc il faut changer. Donc ça nécessite toute une panoplie. Et puis aussi donc, tout ce qui est la mise à jour de tous les documents opérationnels, de façon à les avoir sous la main le plus tôt possible. Et puis, en fin de compte aussi, c'est tout ce qui est la formation du personnel, parce qu'il faut aussi donc, que les gens améliorent aussi leurs compétences, donc aussi l'aspect formation. Donc tout ça, c'est défini directement dès 1978. Et ainsi que donc, sur la partie préparation, il fallait aussi, donc, sachant que le plan Polmar allait être déclenché, c'était aussi depuis 1970, le plan RSEC était en souffrance, et donc en 1978, ils avaient besoin aussi de créer un autre organisme qui permette aussi de se mettre en soutien, d'avoir un soutien pour les services de l'État qui étaient en charge de la rédaction. Alors, en cas d'accident, c'est clairement défini, aussi dans cette circulaire déjà, c'est simplement, pour les petits accidents, les maires peuvent faire appel en tant que de besoin aux CEDRE, aux experts du CEDRE. Et en cas de grande pollution, c'est aussi donc les préfets, maritimes ou terrestres, et surtout terrestres, peuvent faire appel aussi aux experts du CEDRE. Et c'est même mentionné que les experts du CEDRE doivent se mettre immédiatement à la disposition des préfets. Donc ça, c'est la définition un peu des missions, du rôle. Pour ce qui concerne l'expertise, toute cette expertise qui va apporter, donc, pendant au moins 40 ans maintenant, mais petit à petit, donc, le CEDRE va apporter tout avec les documentations, tout ce qui est donc, les expérimentations qu'il va mener et l'expertise donc, gagnée aussi par ses interventions en France, à l'étranger, donc va mettre sa contribution aux communes. Alors, l'acquis qu'on va avoir, donc le CEDRE, à partir de 1978, il ne l'a pas tout seul, c'est aussi en collaboration avec les services de l'État, avec les organismes d'État, style aussi les anciens faribalistes qui ont devenu le CEREMA, le CEPOL, enfin la CEPOL qui est devenu le CEPOL. Il y a plein de partenaires donc, avec qui on va travailler. Et aussi les partenaires du secteur privé, c'est très important. Je regardais justement quand je préparais ça, c'était que dans les années 80, il y a eu, à partir de Brest, donc sur le vécu de la Moco-Cadiz, le CEDRE et puis d'autres organismes aussi ont eu une importance à niveau international. Je pense notamment à la Société Le Floch de Morlaix, qui sera appelée très souvent aussi à l'extérieur. Et je pense aussi donc, à des autres partenaires qui nous ont amenés sur le site, à l'ITOF notamment à l'époque, parce que l'ITOF, ils existaient, c'est à peu près les seuls qui existaient experts à l'époque. Nous, on arrive ici, parce qu'il n'y avait personne à l'époque non plus. C'est pour ça qu'on a cette aura un peu très vite au niveau national et international, parce qu'il n'y a personne. Personne n'a eu autant d'accidents que le CEDRE, et personne n'a créé encore ce type d'accident. Donc ça, et on va continuer comme ça, après, au niveau international, pour améliorer aussi nos compétences, avec nos partenaires aussi pétroliers, mais aussi avec... dans le cadre de la MIC, aussi de l'ancienne la Task Force européenne. Et donc tout ça, c'est après, cette expérience va être redistribuée après donc, aux différentes communes. Alors les actions attendues quand on arrive dans une commune, c'est bien, il y a 3 actions majeures, donc elles sont variables bien sûr en fonction de l'importance de la pollution, en fonction aussi de tous les paramètres physique, etc. Mais disons, au niveau de la commune, c'est bien évaluer la situation, c'est-à-dire quand on arrive en fin de reconnaissance, donc c'est prendre tous les éléments qu'on va constater sur le terrain, très vite avec une reconnaissance donc, sur le terrain, tant sur la pollution, le comportement, etc., son devenir, voir un peu déjà faire une première évaluation aussi des impacts éventuels, à la fois sur les ressources, mais aussi sur l'activité. Et puis, bien sûr, voir un peu le comportement attendu
du polluant, de façon à pouvoir définir déjà des techniques. Mais on va aussi prendre, disons, on va demander au niveau des communes de nous donner aussi beaucoup d'éléments, c'est savoir un peu ce qu'ils ont fait, ce qu'on ne va pas arriver le premier jour, on essaie d'arriver le plus tôt possible, mais déjà ce qu'ils ont pris comme mesure, ce qu'ils ont comme moyens, ce qu'ils ont, c'est dans tous les, aussi les enjeux locaux, faisant savoir économique, et puis économique et écologique. Donc tout ça aussi, c'est très important pour pouvoir définir la technique. Et en fin de compte, donc, on va apporter des réponses techniques. Et puis après, on va aussi, bien sûr, notre mission, c'est de faciliter, on le verra après, donc faciliter aussi le déroulement des opérations avec les différents acteurs. D'accord, merci Loïc. Donc un rôle essentiel d'accompagnement directement auprès de la collectivité touchée et basé sur toutes ces expériences réunis. Néanmoins, dans l'opérationnel, il y a aussi le rôle des organismes experts qui sont plus liés au monde de l'assurance. C'est une question que je vais poser à Pauline Marchand, pour présenter rapidement, qui est responsable de la coordination des processus d'évaluation des demandes d'indemnisation au sein de l'ITOP, donc ITOPF. Tu pourras peut-être nous en parler rapidement. Et tu étais travaillais anciennement comme juriste sur aussi les demandes d'indemnisation au sein de l'International Group of P&I Club, donc les assurances responsabilité civile de propriétaires de navires. Donc la question, c'est justement, une structure comme l'ITOP, donc l'ITOP, quel est son rôle aux côtés des collectivités victimes dans les premiers moments de l'arrivée des polluants? Alors Loïc, tu l'as bien mentionné, l'ITOP a été créé suite au Touré Canyon, donc en 1968. Donc là, on célèbre nos 50 ans. Avec finalement une intervention sur pas mal de pollutions à travers le monde. Alors le rôle principal de l'ITOP, c'est du conseil technique. Je tiens bien à dire qu'on a un lien avec l'assurance et le monde du transport maritime, et je vais expliquer d'où ça vient. Mais le but principal, c'est du conseil technique, donc qui est un peu similaire finalement un peu similaire aux missions du CEDRE, dans une certaine mesure, avec aussi un petit élargissement côté réparation. Donc là, je vais y venir. Donc, on a été créé en 68. Là, c'est dans un contexte international, dans le contexte de création de toutes ces conventions dont on a parlé avant, donc CLC, FIPOL. Alors, il y a une convention qu'on n'a pas mentionnée, la convention sur les fuels de propulsion, mais on en parlera plus tard. Donc ça, dans un contexte assez international, CLC FIPOL, et puis à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un manque cruel de moyens qui a été souligné par le Touré Canyon. Donc finalement, l'ITOP a été créé pour combler ce fossé, ce manque. Il fallait un organisme d'experts. Et en fait, ça a été une initiative de la communauté des armateurs internationaux et des assureurs. Alors, comment ça marche ? Ce qui se passe, c'est qu'un armateur va souscrire à une assurance auprès d'un club P&I, et par le biais de cette assurance, une petite partie va revenir finalement aux frais de financement de l'ITOP. L'idée, c'est d'avoir vraiment une prévention des risques et permettre à chaque armateur d'être finalement rassuré, d'avoir la possibilité d'accéder à du soutien technique et du conseil en cas d'accident. Donc, ce qui fait qu'en cas de sinistre, finalement, l'ITOP va être mobilisé dans un premier temps par l'assureur, qui va être notifié d'une pollution, justement, et en fonction des circonstances de cet accident, on va être mobilisé sur site ou alors intervenir de notre bureau à Londres et apporter ce conseil technique sur les techniques de nettoyage. Et puis, vraiment, l'idée, c'est d'optimiser la lutte et puis d'encadrer, en fait, les parties prenantes. Donc, ça va être les collectivités littorales qui sont impactées. Ça va être aussi les entreprises de nettoyage, les pêcheurs qui sont potentiellement impactés. Enfin, donc toutes les parties qui sont concernées par cette pollution. Donc, depuis notre création en 68, on est intervenu sur à peu près 750 accidents à travers le monde dans à peu près 100 pays.
Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, on voit une nette tendance, une nette tendance à l'intervention sur des accidents qui concernent des hydrocarbures provenant de fuels de propulsion. Donc là, on n'est plus trop sur les accidents impliquant des pétroliers, on est sur finalement d'autres types de navires. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'encadrement des collectivités, l'encadrement de ces sinistres, le travail avec les collectivités et les parties prenantes, au-delà du conseil purement technique, sur les mesures de nettoyage et autres, on va aussi envisager en amont les aspects financiers et puis l'importance d'enregistrer tous ces coûts qui sont liés à la pollution et ensuite faire un peu le relais technique avec l'assureur et puis aider à ce que les opérations de nettoyage soient conduites de manière efficace et faire en sorte que les parties qui subissent des frais, des coûts, reçoivent indemnisation, alors que ce soit durant la pollution ou alors suite à une pollution. Donc voilà dans les lignes directrices l'implication de l'ITOP. Alors après, il y a aussi une collaboration avec d'autres organismes d'experts, intervention aussi aux côtés du CEDRE et d'autres organismes plus spécialisés dans les pêcheries et autres. D'accord, merci donc pour cet état des lieux aussi des compétences complémentaires qui vont être utiles à la gestion opérationnelle et donc à la perspective de la réparation. Et pour compléter cet état des lieux, là je m'adresse à Pierre Karleskine, qui est, tu es Pierre, vice-président du Conseil régional de Bretagne, chargé de la mer, enfin délégué à la mer, aux infrastructures portuaires, maritimes, également élu métropolitain. Et là ma question c'est, compte tenu de notre histoire collective ici en Bretagne, et ailleurs, mais des pollutions accidentelles par hydrocarbures, des marées noires, une collectivité comme le Conseil régional de Bretagne, quel peut être son rôle, ses fonctions aussi, dans cette gestion des marées noires? Alors moi j'ai écouté la table ronde précédente et j'ai écouté Bernard Fichot qui nous dit qu'on fait n'importe quoi, et ensuite Nicolas Pucheux qui dit que finalement c'est pas très grave. Donc en fait le Conseil régional il a pris le pli de ne rien faire. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas avoir d'impact et en plus, ça n'aura pas de conséquences. Plus sérieusement, non, on est une collectivité qui n'est pas outillée pour faire. Donc, on ne fait pas, mais on accompagne. Et c'est là le rôle d'une collectivité comme le conseil régional, c'est d'avoir justement le recul par rapport à l'opérationnel et de permettre finalement de mieux se préparer. Et pour revenir finalement sur ce que disait Bernard Fichot, l'objectif, c'est effectivement de faire en sorte qu'au moment où le problème survient, eh bien, les uns et les autres soient préparés. Et donc, c'est pour ça que la région a rejoint, au cours des années 2000, le syndicat mixte, qui est devenu à ce moment-là le syndicat mixte Vigipol, et pousse fortement, en finançant très concrètement, le déploiement des démarches infrapolmar. Des marches infrapolmar qui ont déjà pour premier but de sensibiliser les élus, les communes, à cette question. Moi, il m'arrive encore de me promener dans certaines communes du littoral et d'apprendre incidemment au maire qu'il peut être responsable des opérations de nettoyage quand une pollution par hydrocarbures survient sur le territoire de sa commune. Parce que les maires sont renouvelés tous les 6 ans. Alors, ils ne sont pas toujours renouvelés tous les 6 ans, mais voilà, il y a des élections tous les 6 ans, donc les maires sont renouvelés. Ils n'ont pas forcément, en 3 mois, le temps de connaître l'étendue de leurs responsabilités. Et puis, de la même façon, les services dans une commune, pour peu que ce soit une petite commune, n'ont pas forcément une capacité à maintenir une mémoire qu'on peut avoir dans un certain nombre d'établissements plus importants. Et c'est pour ça que c'est important, d'ailleurs, dans le travail de Vigipol, Sophie Baé en a parlé, d'aller cibler le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. La communauté de communes est vraiment l'échelon essentiel parce que là, on atteint des tailles critiques qui permettent effectivement d'avoir une forme de mémoire de ces éléments. Donc on peut préparer, on peut mettre des moyens. Il y a donc la capacité finalement à agir de façon efficace, de façon pas trop impactante, et puis agir de façon, j'allais dire, cohérente avec ce qui va se passer après dans le mécanisme d'indemnisation. Ça, c'est pas complètement évident a priori, mais si vous êtes maire et que vous achetez 250 pelles pour ramasser le pétrole,
alors que vous n'en aviez besoin que de 50, je pense que Pauline, elle va vous dire non, je ne prends pas les 200 pelles qu'il y a en trop à rembourser. Et donc, il y a un moment, il faut juste permettre aux communes d'être prêtes à bien calibrer leur réponse, parce que voilà, il y a un moment, il faut être prêt, mais il ne faut pas en faire trop. Bon, enfin voilà, vous voyez, le conseil régional, il n'a pas une vocation à faire. Alors, je pourrais très bien vous dire quand même que le conseil régional, sur ses 3500 agents, quasiment 3000 agents d'entretien dans les lycées, c'est pas, voilà, on n'est pas comme les conseils départementaux qui ont récupéré une partie des services de l'équipement et qui donc sont outillés pour venir en assistance sur ces sujets-là. Et donc voilà, le conseil régional est là, mais également il y a une forme de cohérence avec le discours que nous portons. Nous portons depuis maintenant plusieurs années le discours qui est de dire un horizon de développement de la Bretagne, c'est l'économie maritime, c'est l'économie littorale, c'est développons tout ce qui se passe au bord de la mer, le tourisme littoral. Moi, je fais voter des subventions pour des ostréiculteurs, je fais voter des subventions pour changer des engins de pêche sur les bateaux. Derrière, il n'est pas illogique et incohérent de m'assurer que le milieu sur lequel ces activités vont se réaliser, eh bien, il est protégé, ou du moins, à défaut d'être protégé, il ne va pas être mis en dommage de façon trop longue. Et donc, c'est pour cela que le conseil régional va avoir cette action qui est finalement un peu en dehors des clous de ce qu'on peut attendre d'un conseil régional, mais qui répond globalement de cette logique du développement économique. On s'est très concrètement posé la question de notre maintien dans le syndicat mixte Vigipol quand la loi française, la loi NOTRe, a supprimé la clause de compétence générale des collectivités territoriales. À un moment, nous, on y était parce qu'on a le droit d'être un peu là où on veut, mais concrètement, quelle était la justification du conseil régional à se maintenir dans un syndicat mixte qui s'occupe de protection du littoral? Mais à un moment, il y a aussi cette question de développement économique et qui va donc avec les tenants et les aboutissants du développement économique. D'accord. Merci beaucoup pour ce premier tour, plutôt cet état des lieux, cet inventaire des compétences, des rôles de chacun par rapport aux besoins que peut avoir une commune, en tout cas directement polluée. Alors, deuxième tour de questions, j'allais dire, en se rapprochant vraiment de la finalité, donc, qui est la réparation, suite à tous ces dommages qui sont subis. Je reviens vers Hugues Debec pour la Bernerie, en Ré. Un retour, une analyse critique, positive, négative, peu importe, des possibilités d'indemnisation, telles que tu as eu à les gérer, qu'elles soient amiables avec l'assurance, le FIPOL ou par voie judiciaire. Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment sur toutes ces voies d'indemnisation, de réparation? Alors, système d'indemnisation, oui, ou alors je dirais plutôt quelles sont les sources et les pistes de remboursement des frais engagés. Parce qu'indemnisation, on peut dire que c'est lié à une sorte d'être responsable de quelque chose, alors que la collectivité n'est responsable de rien du tout lorsqu'elle est, lorsqu'elle pâtit d'une pollution. Et puis indemnisation, ça peut être aussi forfaitaire, on le verra dans mon propos tout à l'heure, alors que le remboursement, c'est finalement, dans l'esprit des élus, c'est être remboursé à l'euro près des dépenses qu'ils ont engagées. Alors c'est un point de vue, ça peut se défendre, ça peut être aussi, ça peut très bien aussi ne pas être le cas. En revanche, si la première source, en fait, effectivement, c'est une indemnisation à l'amiable, c'est la voie assurantielle, et là, le grand intérêt, c'est l'existence du FIPOL, puisqu'en fait, le naufrage là, de la MOCO a entraîné le 14 octobre 1978 la ratification de la Convention internationale dite FIPOL, qui vise à l'indemnisation forfaitaire des victimes. Alors, l'avantage du FIPOL, c'est que l'on peut présenter des dossiers et l'on a le chèque, en quelque sorte, je dirais, d'une façon relativement rapide. On a 3 ans pour présenter et pour déposer ces dossiers. D'un point de vue concret, la commune en a déposé 3. Alors après, effectivement, il y en a un qui est baptisé A1, relatif aux dommages aux biens. Ça, c'est par exemple des dommages à la voirie communale ou aux espaces publics. Donc on en a déposé un, on a sollicité du FIPOL une indemnisation à hauteur de 22 500 € et on a obtenu 18 653. Donc là, on a déjà un delta, et j'y reviendrai tout à l'heure.
tout n'a pas été pris en compte, non pas parce que les élus ont peut-être exagéré leurs demandes, mais le diable se niche dans les détails. Je donnerai 2 exemples tout à l'heure. On en a déposé un second A2, opération de nettoyage. Donc là, concrètement, ce sont les opérations sur le terrain, avec le personnel et puis le matériel. On avait chiffré à l'époque et on avait sollicité 193 000 € et en fait, auprès du FIPOL, on a eu 0 €. Donc je donnerai la conclusion tout à l'heure là aussi. Et ensuite, on a déposé un 3e dossier, le A6, dommages économiques. Donc là, on a travaillé avec nos conseils et ça a été un dossier lié à la perte de taxes de séjour. Alors, on a sollicité 5 500 € et des poussières et on en a eu 4 600. Alors, si effectivement le FIPOL a le mérite d'exister, il a quand même, de mon point de vue, au moins 2 limites. Évidemment, l'indemnisation partielle, donc tous les préjudices financiers ou tous les frais engagés par la collectivité ne sont pas remboursés à 100%, n'ont pas été indemnisés à 100%. Et aussi le caractère de la recevabilité de la demande, c'est-à-dire le bien fondé. Là, je dirais qu'effectivement, on n'a peut-être pas eu assez de dialogue avec le représentant de l'IPTOF qui passait, et que j'ai rencontré. On n'a peut-être pas eu de dialogue. Et une fois que le dossier a été déposé à Lorient, on n'a pas eu de contact avec ce service, on n'a pas eu de négociation, on n'a pas eu... C'était un petit peu en quelque sorte, prends ton chèque et puis tais-toi. Donc, et on s'est aperçu que des fois, c'était des calculs d'apothicaire que le FIPOL nous donnait. Alors, 2 exemples types. Par exemple, en ce qui concerne la rénovation de la voirie et le coût unitaire de la tonne d'enrobé. Alors, pour être concret, le FIPOL nous proposait un coût unitaire de 325 francs hors taxe, alors que notre entreprise, que l'on avait, retenue par appel d'offres, nous en proposait 336. Donc, il y a déjà un delta. Et en ce qui concerne, alors ça, c'est d'un point de vue beaucoup plus technique. Donc, quand on commence à discuter, on a intérêt à bien connaître les choses ou à être entouré de très bons conseils. C'est le tonnage d'enrobé au mètre carré. Pour une voirie circulée, il est globalement, accepté que l'on mette 120 kg d'enrobé au mètre carré, et le FIPOL, lui, estimait que 76 kg au mètre carré était suffisant. Donc on arrive à des deltas, évidemment au détriment de la collectivité qui, elle, n'est absolument pas responsable de ce phénomène-là. Elle s'engage dans la dépollution, elle y participe, mais pourquoi lui laisser un reste à charge? C'est la question. Après, effectivement, il y a de grands débats dans les PC, lorsque les élus lorsque les élus sont là, et ils discutent tous les uns avec les autres, et c'est vrai que des fois, il y a des positions assez tranchées en disant c'est le pollueur qui va payer, c'est l'assureur, mais les communes, rien... pas 1 euro. Alors c'est facile à dire, pas forcément facile à faire. Donc en ce qui concerne le FIPOL, je vous ai donné les chiffres et je vous ai donné les chiffres que l'on avait sollicités et les chiffres que l'on a retenus. Ensuite, à l'issue de ça, donc on s'est tourné évidemment vers la voie judiciaire. Là, c'est la saisine des tribunaux. Et effectivement, on s'est posé la question, quid des exclusions de certaines dépenses décrétées par le FIPOL. Donc on a décidé de les remettre dans la balance devant le juge. Là, c'est la voie judiciaire. Alors, effectivement, il y a quand même deux avantages avec la voie judiciaire. La première, c'est que c'est un petit peu une porte ouverte à la demande d'indemnisation de tous les préjudices. Je donnerai un exemple. Avancez vite, excuse-moi, Hugues, pour qu'on puisse continuer à avancer. Oui. Ouais, merci. Je donnerai un exemple, l'atteinte à l'image et puis l'atteinte à l'environnement. Ensuite, c'est la présence aux côtés de la collectivité de cabinets spécialisés. Bon, nous, on avait Hugues Lepage. Et autrement, en limite, évidemment, on a la longueur des procédures avec les appels successifs,
la non-visibilité, faute de jurisprudence, puisqu'elle se construit au fur et à mesure. Et puis, certains élus aussi faisaient remarquer les coûts d'avocat, mais quand on négocie une bonne convention, on est assez gagnant sur ce sujet. Donc, pour conclure, au niveau judiciaire, la commune a été indemnisée de ce qu'elle n'avait pas reçu du FIPOL, et ensuite, elle a reçu, au titre de droit à l'image, 500 000 € et au titre de l'atteinte à l'environnement, 3 500, et ça se fondait sur l'atteinte à l'environnement de l'Estran au titre de ces 350 hectares avec 1 000 € d'indemnité par hectare touché. Voilà. Ok, merci beaucoup. Désolé de t'avoir un petit peu fait accélérer, mais parce que vraiment, c'est beaucoup de questions chiffrées, forcément. Donc, on comprend que le système d'indemnisation CLC-FIPOL prend en charge des dommages qui sont ceux qui correspondent aux dommages par pollution. Il y a une limitation de responsabilité. Au-delà, on ne peut plus payer s'il n'y a pas assez d'argent. Il y a d'autres dommages, donc il faut, s'il faut les voir indemnisés, aller chercher devant les juges, parce qu'ils ne sont pas recevables, par exemple. Justement, Loïc Quérambrin, en matière de... Oui, il y a un accompagnement opérationnel, etc. Mais en matière de restauration, de finalité de l'indemnisation, de la réparation, qu'est-ce que tu peux nous apporter comme regard également en termes d'évolution sur tout ce que tu as pu voir, et d'aspects environnementaux en particulier? Et les grandes évolutions, disons, oui. Les grandes évolutions concernent essentiellement 3 aspects, à mon point de vue, depuis le début, entre la Moco Cadiz et maintenant, c'est l'approche du nettoyage. Donc, qui avant, c'était simplement retirer et puis il n'y a plus rien à voir. Maintenant, c'est une approche avec une prise en compte énorme de l'environnement, on verra comment on l'a fait, et aussi un souci de retirer tout ce qui n'était pas visible, c'est-à-dire les polluants enfouis, pendant l'Erika notamment, et aussi le polluant qui était immergé. Donc tout ça, avant, ça aurait pu rester très bien sur la côte et dans le milieu, comme ça peut le rester pendant la Moco Cadiz. Dorénavant, ça veut dire qu'on peut estimer que la restauration naturelle, donc la réparation, la limitation des dommages, commence dès la mise en œuvre des opérations de lutte, à partir du moment qu'on utilise à bon escient les techniques et les moyens qu'on a à disposition. La deuxième chose qui a énormément changé entre les 2 accidents et qui continue à l'être encore de plus en plus, c'est la capacité d'acceptation de la population du sale et de la toxicité. Ça va poser un problème très probablement dans les années qui viennent. Mais disons que ce que l'on peut voir, ce qu'on a vu, disons, pendant l'Erika, ce qu'on a pu voir après et avant à la Moco, c'est comment différent. Et le troisième, ça reviendra après, c'est le contexte aussi d'indemnisation, ou du moins de financement des opérations, qui a un peu évolué, disons, dans certaines conditions, on verra aussi. Si je fais la comparaison entre la Moco Cadiz en 1978, donc 230 000 tonnes déversées, et si je compare avec l'Erika, dans 19 000 tonnes déversées, dans les 2 cas, la priorité pour le nettoyage sur le littoral, c'est sauver la saison touristique qui arrive quelques mois par la suite. Pour la Moco, en 12 semaines, moins de 3 mois, tout est fini. D'accord ? Les opérations sont terminées et les gens arrivent mi-juin, réinvestissent les plages, regardent l'épave, ils sont en maillot de bain, ils vont se baigner sur Port-Salle et tout ça. C'est quelque chose de complètement impensable maintenant. Si on revoit déjà il y a presque 20 ans, avec l'Erika, il a fallu, au bout de plus de 6 mois de nettoyage intense sur certaines plages touristiques, il y a eu seulement que certains sites qui ont été ouverts, qui ont été donc déclarés officiellement ouverts à la population touristique. Les autres, les gens y allaient s'ils voulaient, mais ce n'était pas officiellement. Donc il y a certaines mairies qui demandaient d'avoir une démarche spécifique pour dire que la plage était propre. Donc ça a été après, durant tout l'été, il y a eu des secteurs côtiers qui ont été officiellement ouverts comme étant propres, et en précisant bien que les criques alentours pouvaient potentiellement contenir du pétrole. Donc on était déjà dans une approche complètement différente par rapport à la Moco Cadiz. L'efficacité qui a été faite, disons, en 3 mois, ramasser 200 000 tonnes de produits sur les plages, c'est quand même énorme. C'est donc l'efficacité avant tout. C'est l'époque où on va taper, on veut se débarrasser à toute vitesse donc, de la pollution, et c'est donc récupérer un grand maximum. On n'est pas du tout sélectif, on retire un maximum de sédiments plus ou moins pollués de façon à ce qu'on n'ait plus de traces de ce truc qui vient d'arriver sur les plages. Donc la deuxième chose, donc là on va avoir aussi un oubli complet, on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un le soulevait, c'était les fausses
de stockage avec des déchets qui sont restés, qui ont été enfouis sous des parkings, etc. Donc ça existe toujours. Bon, peut-être pas dans l'intensité comme on en parle un peu maintenant. Donc à mon avis, il n'y en a pas. C'est pas aussi violent que disons, les volumes concernés ne sont plus tellement de cette ampleur-là, mais disons que ça existe dans certains endroits. Si on compare maintenant avec l'ERICA, le dernier chantier qui a été fermé, c'était un chantier dans Polmer, un chantier privé. Ça a été plus d'1 an et demi. Ce sont les criques à Belle-Île, plus d'1 an et demi après les premiers arrivages. Donc on est complètement dans un autre temps. Et il n'y a pas de traces, disons, de dégâts collatéraux, à part, Bernard en citait une tout à l'heure, mais je n'étais pas tout à fait d'accord sur le volume retiré. Et il n'y a pas non plus de déchets oubliés. Ça, je tiens à le dire. C'est toute une procédure pour tous les sites Polmer et les sites Total, donc tous les chantiers Total. Il y a une procédure de diagnostic par un consultant privé qui a diagnostiqué tous les sites, que ce soit en sortie de plage, soit les grands sites après, avant d'arriver à Donge. Tous ces sites-là ont été diagnostiqués. Si besoin, ils ont été curés et puis après revégétalisés, etc. Donc tout ça, il n'y a pas eu de problème, disons, à partir avec l'ERICA, il n'y a pas eu d'oubli de déchets sur les plages. Alors, si je disais tout à l'heure avec Bernard, je n'étais pas tout à fait d'accord sur les 120 000 tonnes qui étaient arrivées, qui étaient uniquement composées de sédiments nobles, c'est-à-dire des sables et de galets. Pour l'ERICA, c'est vrai qu'il y a eu 120 000 tonnes, mais ce ne sont pas que du sable et des galets. Il y a aussi il y a eu des enrochements qui ont été concassés, nettoyés là-bas. Il y a eu aussi de la vase, il y a eu de l'éther qui ont été justement raclés avec les fosses de stockage. Tout ça, ça fait un volume qui est... Et pour avoir vu les chiffres qui sont sortis après, donc au bout d'1 an, 2 ans de nettoyage des déchets par Total, c'est à peu près, je crois, c'est 120 000 tonnes de sable et de galets qui en sont sortis. C'est-à-dire, comme au départ, c'est rentré par pesée, à la fin, donc on avait ces 120 tonnes, mais disons que quand c'est rentré aussi, il y a eu de l'eau dedans. Donc il y a eu beaucoup de choses sur les 120 000 tonnes qui ne sont pas que ça veut dire, je tiens, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur cet aspect-là pendant l'ERICA, que c'était un carnage, etc. Or, c'est faux. À part certains endroits, il y a eu des dunes qui ont été, des plages qui ont été bien décapées dans le sud de Loire. Ça, j'en disconviens pas, mais ça n'a pas été partout. Donc, on a pris un grand soin, à la fois donc Polmer et Total aussi, pour éviter justement des saccages un peu comme on a pu voir pendant l'ERICA. Et sur les dunes, sur l'arrière-site, pareil, il y a eu une attention bien particulière qui est une sorte de standard aussi d'intervention. Sur les... Là, je suis peut-être obligé de... Ouais, merci, je suis désolé, j'ai le mauvais rôle en plus. Okay, donc je vais aller très vite. Je suis obligé de jouer aussi le maître du temps, enfin au moins pour la table ronde. Donc c'est des aspects qu'on pourra aborder après, probablement dans les questions. D'accord. Sur les... Donc, je vais juste aborder rapidement les différentes, disons, évolutions techniques, parce que tu me demandais aussi sur ces évolutions techniques. Donc, on a bien vu aussi, il y a eu pendant les années aux États-Unis post-Exxon Valdez, il y a eu tout un dispositif qui s'appelait How Clean is Clean, qui prenait en compte justement jusqu'où nettoyer, donc, et jusqu'où faut-il nettoyer et jusqu'où nettoyer. Tout ce concept-là, nous, on l'avait déjà depuis, on le mettait en pratique avec ICTOF, parce qu'on a beaucoup travaillé dans les années 80 et 90 avec ICTOF, et ça a été toujours un souci disons, de limiter l'impact justement écologique, justement des techniques. Et au CERN, on avait travaillé énormément justement sur toutes ces techniques aussi d'impact, des techniques de lutte. Et ce qui fait que cette évolution des techniques maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'était ce qu'on cherche un peu maintenant, c'est d'optimiser au maximum, avec les moyens que l'on a, d'optimiser au maximum pour respecter l'environnement. Merci beaucoup Loïc. Justement, alors la transition est parfaite pour passer le micro à Pauline et pour connaître le travail de Lighthof dans le détail, parce que tous ces changements presque de méthode dans le nettoyage, dans la finalité, tout ça, ça a des conséquences financières, des coûts différents, donc c'est un rôle important pour la demande d'indemnisation. Alors justement, comment Lighthof accompagne sur cette question précisément d'évaluation des dommages les victimes? Alors concrètement, sur site, il y a un échange qui est établi avec les victimes, les victimes de l'accident, de la pollution. Alors, ça passe par une explication d'abord sur
c'est sur les critères qui sont établis par ce système d'indemnisation internationale. Donc ça passe par l'ITOP quand on est sur site. Après, on n'intervient pas sur toutes les pollutions dans le monde. Donc ça arrive également que cette communication soit effectuée par les personnes qui représentent directement l'assureur. Donc ça va être l'assureur lui-même ou alors ça va être le correspondant chaque assureur a des correspondants qui sont établis partout dans le monde. Donc il y a une explication réelle sur quelles sont les demandes recevables et qui ouvrent droit à réparation. Dans le cadre de pollution majeure, on a effectivement, Hugues l'a mentionné, l'établissement de bureaux qui vont traiter des demandes d'indemnisation. Alors ouais, je ne sais pas comment ça s'est passé dans cette situation, c'était assez intéressant de mentionner ce calcul un petit peu loufoque. En général, c'est vrai qu'il y a peu de cas qui concernent le FIPOL. En général, tout reste dans le champ de l'assureur. Parce qu'on a vraiment deux volets. Dans un premier temps, on a à hauteur de telle, et alors la limite dépend bien sûr la limite de responsabilité dépend bien sûr de la taille du navire. Donc le premier volet, c'est une indemnisation par l'assureur, et puis au-delà de ce volet, on passe au FIPOL. Donc tout ça pour dire que finalement, les bureaux qui sont en charge de traiter des demandes d'indemnisation, moi, de mon expérience, elles sont aussi en charge d'expliquer aux parties demandeuses d'expliquer le champ des demandes recevables. Donc, on a, en termes des évolutions, on a bien sûr des conventions qui expliquent quelles sont les demandes recevables, avec bien sûr pour chaque grande catégorie un dommage matériel, tous les dommages qui sont engendrés pour les opérations de nettoyage, tous les coûts qui sont engendrés par les opérations de nettoyage, les préjudices économiques, préjudices à l'environnement. Et donc tout ça, je pense qu'il y a peut-être une plus grande visibilité à l'heure actuelle sur l'étendue du champ d'application. Le FIPOL a publié un bon nombre de lignes directrices sur qu'est-ce qu'on entend par dommage dû aux pollutions par hydrocarbures, et pour chaque catégorie, expliquer clairement ce qui est recevable ou non. Donc je pense que après, c'est aussi un travail d'information, d'éducation dans une certaine mesure, qui sont alors soit en cas de sinistre ou alors en temps de paix, on va dire, par l'organisation de formations, de conférences. Je pense qu'il y a énormément, et de plus en plus d'ailleurs, de séminaires qui sont délivrés aux autorités publiques sur comment mettre en place un dossier d'indemnisation et puis qu'est-ce qu'on va inclure dans ce dossier d'indemnisation. Donc là, oui, mais des avancées, j'imagine. Alors je ne dis pas que c'est tout beau et tout rose. C'est vrai que dans la mesure où ces conventions internationales sont le fruit d'un consensus, elles restent effectivement, elles restent assez peut-être simplistes, mais c'est dans une certaine mesure, c'est pour permettre aussi une application internationale. Et puis après, c'est à chaque État de mettre ça en pratique dans leur État. Mais je pense que on a eu des avancées donc à ce niveau-là. Peut-être effectivement mettre en place des lignes directrices aussi pour tout ce qui concerne les dommages dus aux pollutions par hydrocarbures provenant des fuels de propulsion, parce que là, on a le régime CLC-FIPOL, c'est essentiellement pour les pétroliers. On n'a pas vraiment de ligne directrice pour les autres types de navires. Alors que la définition de dommage par pollution est essentiellement la même. Et ensuite, on a aussi la question des substances nocives et potentiellement dangereuses. Et là, on a une convention HNS qui concerne la réparation pour les dommages dus à ces pollutions, qui, on l'espère, entrera en vigueur ces prochains temps. Je pense qu'on a encore des progrès à faire à ce niveau-là. Et puis aussi peut-être
au niveau des pollutions transfrontalières. On a parlé un petit peu tout à l'heure, on a parlé du Sanchi ce matin. On a les côtes japonaises qui sont impactées, mais c'est vrai que qu'en est-il finalement des pollutions transfrontalières? Qu'en est-il des questions de réparation dans des cas de pollution transfrontalière quand on a des pays qui sont partis à des régimes d'indemnisation différents, avec des limites aussi de responsabilité différentes, des couvertures de coûts qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, entre les États-Unis et le Canada, on a deux systèmes différents. On a un système, d'une part, unique aux États-Unis, et puis pour le Canada, un système unique un système international d'indemnisation. Donc, qu'en est-il dans ces cas de figure-là? Je pense qu'il y a un besoin aussi de formation au niveau des autorités publiques sur comment on va gérer ça de manière collective. D'accord, merci. Voilà, donc c'est aussi un sujet qui mériterait une table ronde à lui tout seul pour développer tout ça. Bon, malheureusement, il faut qu'on avance. Merci. Pauline, on voit bien que l'action de l'ITOF, elle est aussi dans la définition des lignes directrices qui aident effectivement à filtrer la recevabilité des demandes, et c'est très important. Je terminerai par une question à Pierre Karleskind sur, parce qu'on l'a vu, il y a un système d'indemnisation, il y a un système assurantiel, ça avance, il y a une énorme avancée, des progrès considérables depuis la MOCO. Ceci étant, il y a des catégories de dommages qui posent encore problème, en particulier pour les atteintes à l'environnement, qui se définissent juridiquement jusqu'au préjudice écologique, pour parler de la dernière avancée, notamment suite à l'ERICA. On sait que d'ailleurs, ton action auprès du Conseil régional, y compris avec le soutien de la conférence des régions périphériques maritimes, a été de porter jusqu'au FIPOL un questionnement sur une éventuelle évolution ou transformation du système d'indemnisation international pour intégrer ces nouveaux préjudices. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces actions présentes, passées, voire futures également? Oui. Ce qui s'est passé, c'est que suite à la catastrophe de l'ERICA, la région Bretagne s'est portée partie civile, comme un certain nombre d'autres collectivités, comme vous l'avez bien décrit, et donc les différents, enfin la juridiction française, c'est la Cour de cassation qui a fini par trancher, a accordé un certain nombre de dommages sur un certain nombre de points particuliers, dont notamment il y a eu 3 millions d'euros sur l'atteinte portée à la réputation et à son image de marque, en tout cas l'image de marque de la Bretagne. Puis il y a eu aussi 3 millions en réparation du préjudice écologique. Et ça a été une demande particulière, puisque le préjudice écologique n'est rentré, en tout cas sa reconnaissance, n'est rentrée dans le Code civil en France que depuis le 6 mars 2013. Donc l'arrêt de la Cour de cassation, il prend même un peu en anticipation par rapport à ce qui se retrouve dans le Code civil. Mais pour autant, l'arrêt le reconnaît. Donc à partir du moment où une juridiction nationale a reconnu le préjudice écologique, on comprend assez rapidement que sur toute catastrophe du même genre qui pourrait se reproduire, il pourrait à nouveau y avoir des condamnations sur ce préjudice écologique qui, dans l'état actuel des règles d'indemnisation des FIPOL, n'est pas intégré, ne fait pas partie des dommages indemnisables. Vous pouvez demander la réparation d'un certain nombre de frais engagés pour remettre en état, mais le préjudice écologique en lui-même, c'est-à-dire l'atteinte à l'environnement sur la durée pendant laquelle l'environnement est atteint, n'est pas aujourd'hui pris en compte. Et donc ça a été une action, alors parmi bien d'autres, puisque depuis 1999, la région Bretagne, avec, c'est vrai, dans le cadre particulier de la conférence des régions périphériques maritimes, a fait beaucoup de propositions, a accompagné les débats législatifs sur les paquets ERICA 1, 2 et 3. Et parmi les demandes qui continuent à être les nôtres, c'est bien l'inscription du préjudice écologique aux différentes strates législatives qui peuvent exister. Bon, en France, c'est dans le Code civil. Au niveau européen, la question continue de se poser. Et en plus, il y a une différence sur le préjudice écologique selon qu'il est à terre ou selon qu'il est en mer. Et donc là, il y a une différence, qui nous chiffonne un peu. Et puis, ce que l'on dit, et ce que je suis allé dire effectivement devant l'Assemblée générale des FIPOL, c'est, puisque le préjudice écologique est maintenant reconnu par une juridiction nationale, cela pourrait faire tache d'huile, si je peux dire, et finalement se retrouver être reconnu par d'autres juridictions nationales.
Mais dès lors que c'est reconnu par des juridictions nationales qui statuent selon leurs propres règles, on sort de la logique canalisée, limitée, ainsi de suite, des FIPOL, et que donc il est peut-être préférable pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui en sont victimes que pour les armateurs, les assureurs, tous ceux qui peuvent être impactés par ces condamnations, préférable de le mettre dans ce cadre FIPOL qui est rassurant pour tout le monde, aussi bien pour les collectivités que pour les victimes, que pour ceux qui peuvent être amenés à payer. Donc c'est un sujet sur lequel on a lancé. Alors au début, il y a 4-5 ans, quand j'étais allé porter, enfin maintenant peut-être 4 ans, quand j'étais allé porter cette première revendication, je n'avais pas senti une appétence particulière. L'arrêt de la Cour de cassation française a amené peut-être à avoir une approche un peu différente. La question, évidemment, ça pose plein de questions, notamment, ça c'est évident, c'est comment est-ce qu'on estime le préjudice écologique. On le voit bien sur l'exemple des 350 hectares. Finalement, on dit 350 hectares, 100 euros, 1000 euros l'hectare. Bon, sur quoi on se justifie? Bon, il y a tout un tas de modèles aujourd'hui qui existent pour déterminer tout ça, mais je crois que ça nécessite qu'on y travaille encore un peu, mais en tout cas qu'on converge vers l'idée de prendre ça en compte, parce qu'une fois de plus, je pense que c'est le mieux pour tous les acteurs de cette problématique. D'accord, merci beaucoup. Alors effectivement, le fait qu'à terme, hypothèse ou pas, le préjudice écologique soit intégré dans les systèmes internationaux, ça pose ces questions aussi de financement, parce qu'il faudra, s'il y a plus de préjudice à indemniser, il faudra qu'il y ait plus d'argent pour payer dans un système qui est par définition limité. Donc c'est évidemment un souci, un vrai problème. Ceci étant, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions en essayant de rattraper le temps, ce qu'on a presque réussi à faire. On a quand même du temps pour bien sûr répondre à vos questions, s'il y en a évidemment, et je ne douterai pas qu'il y en ait. Merci. Merci. Guillaume Cellier, directeur interrégional de la mer, mais je vais intervenir en tant qu'ancien directeur du Parc national de Port-Cros. On a eu à traiter ce genre d'affaires et pour information, le Millennium Ecosystem Assessment a travaillé sur la notion de préjudice écologique et de quantification des valeurs de la biodiversité. Le Commissariat général au développement durable a produit en décembre 2015 un gros pavé de 200 pages assez intéressant qui fait un peu le point sur l'état de l'art. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une convergence sur une matrice de prise en compte de la valeur de la biodiversité. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ou enfin n'interprétez pas mal mes propos. On ne va pas vers un prix de la nature et de la biodiversité, on est bien d'accord. Parce que ça entraîne des dommages collatéraux assez désagréable du style le prix à détruire, etc. Donc attention. Mais voilà, pour dire qu'aujourd'hui, très clairement, on travaille au niveau international et aujourd'hui, il y a un consensus scientifique sur l'identification des valeurs de la biodiversité. Donc reportez-vous à ça, c'est extrêmement intéressant. Merci. Bien, merci de cette précision, effectivement. Alors, juste préciser que ça a été évoqué déjà pendant la journée, mais ça nécessite de connaître l'état écologique. Et donc, ça fait, puisque mesurer le préjudice, c'est mesurer son altération. Et donc, ça fait maintenant une quinzaine d'années que la région Bretagne, avec d'autres organismes, notamment l'État, finance le REBENT, qui permet d'avoir une connaissance de l'état du benthos de nos côtes bretonnes, ce qui éventuellement peut servir. J'espère pas, mais il peut servir. D'autres questions, remarques, compléments? Oui. Pardon, monsieur. Oui, bonjour, Jean-Paul Elkin, président de l'association Morglaze. En fait, c'est une question ou une suggestion pour Madame Pauline Marchand. Bien entendu, personne ne souhaiterait indemniser. Et dans votre intervention, j'ai retenu qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les naufrages de pétroliers qui posent des problèmes, mais plus leur soute. Quand on sait qu'un grand porte-conteneur, par exemple, ça représente entre 18 000 et 20 000 tonnes de fioul lourd. Donc, vous qui rencontrez, si j'ai bien compris, souvent les assureurs et les armateurs, sauf erreur de ma part, ce serait peut-être bien de leur proposer une sécurité passive embarquée. C'est-à-dire que quand les navires sombrent, en fait, eh bien, au lieu de laisser
le fioul lourd se déverser à la mer, de mettre en place un système qui existe et qui est mis en place chez beaucoup d'armateurs, notamment sur des vraquiers, qui sont les navires qui polluent le plus, parce que ce sont les navires qui sombrent le plus dans le monde. Donc, de mettre en place un système qui s'appelle GLMD System, qui est un système que notre association défend depuis 4 ou 5 ans, et ça avance. Et il vaudrait mieux, à notre avis, leur proposer donc une sécurité passive embarquée, c'est-à-dire un airbag dans les navires, dans les voitures, en souhaitant que ça ne serve jamais. Et donc, il y a 2 systèmes que nous défendons. C'est le Smith Bracket, c'est-à-dire la possibilité, un système qui est déjà en place sur les navires que l'on doit remorquer, ce qui fait prendre moins de risques d'abord aux sauveteurs. Je parle de sauveteurs. Hein. Et donc, ce système, et je crois que ça devrait pouvoir intéresser les armateurs, mais tous les armateurs mondiaux. Merci pour votre question. J'ai bien peur que... Bon, je ne suis pas familière avec ce système de sécurité passive, mais je me demande si ce n'est pas plutôt une remarque qui serait... il serait bon de demander l'avis d'Armateurs de France ou alors d'organismes qui représentent les armateurs, donc que ce soit EXA pour les armateurs européens ou alors l'ICS au niveau international. Bon, après, d'un point de vue réparation, désolé de ne pas répondre directement à la question, mais c'est plus pour l'OMI ou alors ces organismes-là. C'est vrai que peut-être la prise en compte des dommages et des risques associés aux pollutions de ce type de navire, propulsion des fuels de soute. Oh là là, excusez-moi, Donc les risques associés à à tous les autres types de navires, les risques associés à ces fuels, il est réel et puis il a été reconnu dans les années 2000, assez tard peut-être, ouais. Mais quand la convention Bunker est entrée en vigueur, donc elle a été ratifiée en 2001 mais entrée en vigueur en 2008. C'est vrai que ça fait tard, mais je pense que la communauté internationale a réalisé qu'il y avait réellement un besoin d'avoir une réparation aussi pour tous pour les dommages liés à ça. Et c'était pas seulement, on n'est plus seulement dans le domaine des pétroliers là. Oui, j'ai bien compris. Mais je voulais juste apporter un élément de réponse sur le volet réparation, vu que c'est l'objet de la session. Je ne sais pas si vous avez aussi des commentaires là-dessus. Une question ? Encore une. Merci. Oui, bonjour, Franck Laruelle de Light-Up également. Je vais juste ajouter, effectivement, c'est un système de prévention, mais ça rentre vraiment dans le cadre de l'OMI, c'est-à-dire qu'un armateur va le mettre en place sur la base du volontariat. Nous, on peut effectivement en parler au club, etc., mais enfin, ils nous écoutent pas, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est l'armateur qui va décider, en fonction de ses contraintes, de mettre en place ce type d'équipement. Si ça passe devant l'OMI et si l'OMI, dans le cadre des critères de construction des navires, impose ce type de système dans certains types de navires, là, ça deviendra obligatoire. Et effectivement, c'est la route, il me semble, qui serait la plus utile à suivre pour la généralisation de ce type de système. Et on leur en parle, on parle de tout un tas de choses. Enfin, nous, on traite surtout de la pollution une fois que le pétrole est déversé. Donc la prévention, ce n'est pas vraiment notre partie. Nous, on intervient sur la pollution une fois après, quand c'est trop tard. Donc on peut leur en parler, mais c'est vrai que ce n'est pas notre rôle premier. Mais bon, ce sont des systèmes qu'ils connaissent pour la plupart. Et puis les assureurs, ils peuvent les imposer. Mais c'est vraiment l'OMI, c'est vraiment au niveau de l'OMI que ça doit se passer. Il faut aussi avouer qu'à moins que ce soit obligatoire, peu d'armateurs, à moins que ce soit des armateurs très puissants. On a parlé d'être proactif aussi ce matin. Bon, proactif. Voilà. En tout cas, ça peut réduire le coût d'une pollution en favorisant la récupération rapide des fluides. Mais bon, c'est un autre aspect. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je veux juste ajouter un point. En fait, aujourd'hui, dans les navires qui ne sont pas équipés de ces systèmes, qu'est-ce qui se passe ? Les clubs vont faire intervenir des sociétés de sauvetage, de salvage, et qui vont aller pomper, dans la mesure du possible, ce qui va rester dans les soutes, ce qui leur coûte énormément cher, soyons très clairs. Donc effectivement, ils auraient tout intérêt à ce que la construction de ces navires prenne en compte ces systèmes, dans la mesure où ils sont efficaces, etc.
Mais l'enlèvement des soutes d'un navire une fois après le naufrage, ce sont des choses qui sont très très souvent prises en compte directement. Et directement, là, il n'y a même pas besoin, c'est pas de l'indemnisation, c'est-à-dire que c'est, comme vous le savez, ce sont les armateurs, c'est l'armateur qui signe un contrat avec une société de sauvetage sous un certain nombre de LOF, etc., de contrats LOF, et ça coûte une fortune. Donc effectivement, ils auraient sans doute tout intérêt à l'imposer à leurs membres. Alors maintenant, effectivement, c'est une discussion entre l'armateur, membre du club, et le club. Bien, merci beaucoup. Merci. Bien, bah écoutez, à moins qu'il y ait d'autres questions. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Merci.